le piège aux sous-marins allemands qu'ils ont gardé caché pendant des décennies. Un commandant de sous-marin allemand monte à bord d'un train de passagers canadien en septembre 1943, l'air posé, le regard calme, comme un homme d'affaires qui change simplement de wagon, alors qu'en réalité, il transporte des papiers de couverture forgés et une réputation qui fait frissonner l'Atlantique Nord depuis des années. Il parle un anglais limpide, presque élégiaque, et derrière ce masque policé se cache une traversée insensée à travers des terres ennemies. Une odyssée de plus de 1400 kilomètres, franchie poste après poste, regard après regard, comme si la chance elle-même lui tenait la porte à chaque contrôle. Les barrières se lèvent, les barrages s'ouvrent, les contrôleurs hochent la tête et le laissent passer. Et dans ce ballet des apparences se joue une fuite qui ne ressemble pas à une fuite, mais à une procession presque cérémonielle vers une plage de l'Atlantique où l'attend, dit-on, une extraction nocturne. Tout paraît conspirer en sa faveur, des guérites silencieuses aux patrouilles distraites, et pourtant, à distance, des jumelles canadiennes ne perdent aucune de ses hésitations, aucun de ses gestes, aucune de ses poses trop calculées pour être innocentes. Son nom réel n'est pas celui qu'il offre au contrôleur, et il sait que le moindre tremblement dans sa voix pourrait fissurer la façade. On l'appelle Wulfgar, capitaine du U-434, mais ce nom circule déjà dans des mémos rédigés à l'encre sèche dans les bureaux du renseignement, où l'on a ausculté ses habitudes et déplié, des mois plus tôt, l'architecture de son évasion. Les Canadiens connaissent le point de chute, ils connaissent l'heure probable du signal. Ils connaissent la couleur du feu sur la mer quand une lampe à éclat doit cligner 2 fois pour dire « viens ». Ils auraient pu tendre la main et fermer la porte sur lui à n'importe quel quai, au détour de n'importe quelle route, mais une patience terrible commande leurs gestes, parce que la proie qu'ils attendent vaut plus qu'un homme, même chevronné, même mythifié par des rumeurs de convois sabordés. Dans la nuit atlantique, une plage reculée attend une rencontre qui n'a pas le droit d'échouer, et le phare que l'on croyait mort depuis des années se rallume comme un souvenir obstiné, traçant sur l'eau une balafre de lumière. On dirait un guide bienveillant, une promesse de maison après l'exil, mais cette lueur est une invitation piégée, un fil tendu dans l'obscurité pour attirer le métal et les secrets, car l'objectif canadien n'est pas un prisonnier qui revient, c'est un sous-marin ennemi capturé intact, ses instruments, ses codes, ses procédures, tout ce que l'acier dissimule et que la guerre exige de comprendre. Alors le voyage continue et l'homme au costume discret, qui fait semblant de s'assoupir contre la vitre, avance vers un rendez-vous où le hasard n'a plus sa place, parce que d'autres ont écrit l'horaire, d'autres ont réglé la lampe, d'autres ont décidé du moment exact où la mer devra parler. Cette histoire ne commence pourtant pas ici, mais des années plus tôt, quand l'Atlantique s'est fait arène et que des silhouettes grises ont appris à respirer sous les vagues. L'année 1940 voit surgir des chantiers navals allemands un chasseur nouveau, le U-99, un type 7B étiré comme une flèche longue et nerveuse, plus long que 2 avions de ligne posés bout à bout, rapide sur l'eau, rapide sous l'eau, armé de tubes voraces et d'un canon qui claque comme un verdict. Il glisse, il tranche, il disparaît, il réapparaît, et dans son ventre se mêle l'odeur de l'huile et celle de la peur apprise, cette peur qui ne tétanise plus, mais aiguise. À sa tête, un capitaine-lieutenant au calme tranchant, Otto Kretschmer, que l'on surnommera bientôt Otto le Silencieux, parce que sa manière d'attaquer ne fait pas de discours, parce que ses torpilles parlent à sa place et ne répètent jamais 2 fois la même phrase. Kretschmer a inventé une grammaire de la nuit, une façon de raser les flancs d'un convoi comme si l'obscurité elle-même lui servait de carte, et il jure par une règle qui glace les veines des marins marchands. Une torpille, un navire, pas de gaspillage, pas d'emphase, juste le trait exact qui perce là où l'armure oublie de se souvenir qu'elle doit tenir. Avant lui, ses débuts sur U-23 avaient forgé la main et le regard. Mais c'est sur U-99 qu'il devient le fantôme préféré des rapports britanniques. Le sujet que l'on veut conjurer en ajoutant des gardes, des écrans, des pings, tout un arsenal sonore pour débusquer un silence. Les batteries se rechargent dans des haltes mesurées, l'équipage écoute les cliquetis avec une attention religieuse, et chaque plongée est une prière dite sans voix, parce que la profondeur ne pardonne rien et que la moindre erreur se transforme en cimetière. Mars 1941 aligne les silhouettes coulées dans le journal de bord, et le 17, la Suédoise Korsham disparaît comme si la mer l'avait voulu pour elle seule,
avalé après un dernier soubresaut de métal. Le U-99 respire, se met en veille, laisse ses accumulateurs boire la lumière électrique, et l'équipage rêve d'un retour au port qui sent la soupe chaude et la fatigue propre. Mais un jeune officier de quart, œil vissé au périscope, cueille au loin une tache noire, un rien sur l'horizon qui pèse soudain tout le poids d'un malentendu, un destroyer britannique qui grossit sans bruit, et dans la précipitation, la règle d'or du commandant, le silence, la patience, la non-réaction, se brise sous la panique. L'ordre de plongée claque trop vite, les ballastes grognent, l'eau se rue, et le vacarme qui en résulte trahit la position comme une allumette craquée dans une cave. Alors la chasse commence, brutale et précise, avec HMS Walker et HMS Vanoc qui s'approchent, bardés de canons et d'appareils conçus pour écouter la mer comme un stéthoscope géant. L'ASDIC, cet art d'entendre l'invisible, accroche la silhouette fuyante, la suit, la resserre, et bientôt les premières charges de profondeur tombent comme une grêle lourde qui n'abîme pas la peau mais vise les nerfs et l'âme, faisant vibrer toute la coque jusqu'à l'os. Le U-99 est contraint d'aller plus bas, encore plus bas, au-delà de ce que les ingénieurs eux-mêmes recommandent à voix basse, et la tôle commence à chanter un chant qui n'a rien d'humain, un long gémissement de contrainte qui prend aux dents, pendant que les cloisons, une à une, dénoncent la vanité des calculs. La vérité s'impose, froide et mathématique, et elle dit qu'il faut remonter. La mer se déchire en plein jour quand la coque émerge pour demander grâce, mais la grâce n'existe pas à portée de canon, elle se négocie dans les gestes. Les obus griffent la carapace, l'air se remplit d'échardes salées et Kretschmer, calme au cœur du fracas, fait porter sa voix à un autre capitaine, Donald McIntyre, pour dire qu'il coule et qu'il faut sauver ses hommes. L'ordre de s'aborder vient comme une bénédiction inversée, un acte de propriété jusque dans la défaite, car ce qui ne sera pas compris ne sera pas utilisé contre les autres. Des marins disparaissent, l'un retourne dans le ventre inondé pour presser la fin, et ce geste scelle une fidélité qui n'a plus rien à voir avec les discours, seulement avec l'idée qu'un secret doit mourir entièrement pour rester secret. Kretschmer lui-même, épuisé et transi, hisse encore des hommes vers les filets tendus par les destroyers, et lorsque ses forces le trahissent à leur tour, une main britannique le saisit et le tire hors de l'eau comme on arrache une épine plantée dans la mer. 40 hommes de U-Boot sont recueillis, prisonniers désormais, et McIntyre gardera en trophée des jumelles qui ne voinent plus pour celui qui les portait. La perte de ces figures, bientôt suivie par d'autres captures retentissantes, répand un froid dans les états-majors qui croyaient l'Atlantique un échiquier conquis. Et soudain, de l'autre côté, une idée folle germe, une mission à peine croyable. Aller récupérer ces capitaines célèbres à même la captivité, les ramener à la maison à travers une terre ennemie et transformer l'humiliation en légende. Le U-99 ne s'est pas seulement brisé sous les charges, il a fissuré une certitude, et dans le vide laissé par sa disparition, on a soudain entendu la guerre respirer autrement, plus court, plus rauque, comme si l'Atlantique venait de rappeler que nul chasseur n'est à l'abri d'être chassé. La capture d'Otto Kretschmer, l'homme d'une torpille pour un navire, a claqué comme une porte refermée sur une légende, et des deux côtés de l'océan, on a compris que la nuit ne protégeait plus de la même manière ceux qui prétendèrent la dompter. Au Canada, une école tranquille près du lac Ontario s'est muée en camp, barbelés dressés, tours montés, routine installée, et bientôt les arrivants ont apporté avec eux l'odeur de l'huile et des habitudes de veille, que la terre ferme a tenté de neutraliser par des règles et des horaires. Le lieu a pris un autre souffle, comptant ses minutes comme on compte les pas jusqu'à une porte, avec cette impatience contenue qui transforme un mur en problème et un plan en promesse. Les premières tentatives d'évasion ont eu la maladresse courageuse des brouillons. Un camion de blanchisserie, une relève mal observée, un coin d'ombre exploité trop tôt, mais à chaque retour forcé, la carte mentale gagnait un détail, un intervalle, une mesure, et peu à peu, la patience a choisi la profondeur. Sous les planchers, des galeries étroites se sont allongées comme des phrases retenues, étayées de bois volés au grenier, ventilées par des bricoleurs de génie qui savaient faire circuler l'air et la lumière là où rien ne devait circuler. La terre remontée, elle, trahissait le secret par son poids, et un jour le plafond a parlé. Une plainte de charpente, un plâtre fendu, assez pour que la surface cesse de feindre l'ignorance. Ceux qui gardaient s'avèrent déjà lire les lettres codées,
Ils savaient où menait ce fil. Alors ils n'ont pas tranché la corde. Ils ont laissé jouer, parce qu'au bout du jeu se dessinait une prise plus vaste qu'un seul homme, une coque entière avec ses instruments et ses procédures. Un savoir chaud encore, prêt à être saisi. Quand l'heure a sonné, le fracas a roulé dans les tunnels refermés. Mais au milieu du tumulte, un officier a aperçu une diagonale de liberté dans une ligne électrique tendue au-dessus du périmètre. Et d'un geste sec, il a transformé une clôture en tremplin. La nuit a reçu son sceau, les sirènes ont répondu, et la ville voisine a offert ce que la forêt n'offre pas. Des fils, des quais, des regards qui ne s'attardent pas. Un billet composté plus efficace qu'un camouflage. Un train est reparti comme tant d'autres, mais dans son balancement, il emportait un pari audacieux, une silhouette lisse au papier impeccable, tandis que loin devant, sur une côte dure et claire, on rallumait un phare oublié non pour sauver, mais pour attirer. Le plan, désormais, ne visait plus la fuite, il visait la convergence, et chaque contrôle franchi n'était plus un miracle, seulement une case validée sur un itinéraire que d'autres, à distance, avaient déjà écrit. Sur la côte battue par le vent, l'opération terrestre prit la forme d'un atelier de précision, où chaque geste devait rester invisible tout en pesant lourdement sur la mer voisine. Autour du phare de la pointe de Maisonnette, on déploya des postes radars de campagne, des antennes montées à la hâte, mais réglées avec une méticulosité d'horloger, afin que la surface de la baie parle en écho lisible et que la moindre silhouette métallique au large soit traduite en coordonnées exploitables par les équipages dissimulés. L'idée n'était plus d'empêcher une fuite, mais de faire converger une proie bien plus vaste vers un piège qui devait se refermer proprement. Et c'est pourquoi un groupe de navires se cala dans les replis de la côte, le cœur battant autour d'une corvette à la fois modeste et redoutable par son rôle, prête à s'avancer seule si nécessaire pour feindre l'innocence sous la nuit. Dans ce dispositif, la HMCS Rimouski comptait pour deux, non par son tonnage, mais par l'audace technique qu'elle portait sur la peau, une parure d'éclairage diffus qui cherchait à effacer la frontière entre coque et ciel en accordant la luminosité du bord aux ténèbres ambiantes afin de devenir moins visible à distance. Des projecteurs filtrés, répartis sur la superstructure et le flanc, ajustaient leur intensité comme une respiration contrôlée, assez pour réduire la signature visuelle et suggérer de loin la silhouette inoffensive d'un petit bâtiment commercial. Cette ruse n'avait pas vocation à frapper, mais à séduire l'erreur chez l'adversaire, à l'inviter à croire qu'il n'y avait là qu'un point faible à contourner, alors que toute la baie, en réalité, vibrait d'écoutes et de pings. Sur la plage, des signaleurs répétèrent patiemment les séquences de lumière qu'étaient censés émettre les évadés. Ces brefs appels codifiés qui, en d'autres circonstances, auraient été des promesses de salut. Le phare, rallumé à dessein, jetait son cône régulier comme un souvenir domestiqué, tandis que sur les rochers, un filigrane d'ordre circulait entre la surveillance au sol et les timoniers tapis au large. La trame était simple à dire, mais complexe à exécuter. Attirer le sous-marin à portée de capture, verrouiller ses échappatoires avec des vecteurs déjà en mouvement, et éviter le coup trop tôt qui l'aurait averti avant que la nasse ne se ferme. Au large, l'attente fut longue, comme seuls savent l'être les guets nocturnes, rythmés par les relevés de radar, les craquements des liaisons radio et les allers-retours des messages chiffrés qui, d'un bord à l'autre de la baie, tenaient ensemble le dessin d'ensemble. Lorsque le U-536 approcha enfin, venu chercher des officiers promis à une exfiltration mémorable, sa prudence de vieux chasseur entra en collision avec l'art patient du leur. Les hydrophones de bord captèrent, sous le velours de la houle, cette pulsation de plusieurs hélices qui ne cadrait pas avec la solitude espérée. Et l'instinct commanda de rester sous la surface, d'écouter davantage, de considérer que la bonne lumière peut aussi être un mauvais signe. La côte répondit par un clignotement conforme aux codes attendus, une invitation concise, presque trop parfaite, tandis que le ciel, par caprice, offrit au même moment un rideau boréal dont la beauté froide ajouta une couche d'irréalité au théâtre déjà tendu. Un bref appel radio, un com répété sans insister, acheva de convaincre le commandant qu'une main étrangère tenait la scène et la décision fut prise de s'enfoncer et de filer, plutôt que de se livrer à une surface devenue brusquement bavarde. Alors les grenades de sillage commencèrent à tomber, la baie se mit à vibrer comme un tambour, et les capteurs des escorteurs cherchèrent méthodiquement une proie qui refusait de donner sa position autrement que par le silence. Toute la nuit, la nasse se resserra sans jamais se fermer,
preuve que la science de l'évasion n'appartient pas qu'aux hommes de terre. Et à l'aube, la baie sembla vide et neuve, comme si rien n'était arrivé. Sinon la fatigue sur les visages et ce goût d'inachevé que la stratégie connaît trop bien. Le sous-marin avait glissé hors de portée, non sans risque, non sans contusion, mais assez intact pour que son message de retour ne tienne qu'en 2 mots amers. Et sur le rivage, on prit acte que la prise totale avait échappé de peu, alors même que la préparation avait frôlé la perfection. Cette issue n'ôtait rien à la leçon. Le leurre avait fonctionné, la coordination avait tenu, et la preuve était faite qu'une côte équipée et patiente pouvait menacer un prédateur venu au rendez-vous. Le trajet à travers le pays ne fut pas une cavale romantique, mais une utilisation minutieuse des habitudes collectives. Ces rails d'ordinaire sur lesquels une silhouette bien habillée devient invisible. Après la rupture du camp, l'homme qui s'était arraché au périmètre choisit la gare plutôt que la clairière, un quai plutôt qu'un fossé, et acheta un billet comme on achète un alibi, sûr de la qualité de ses papiers et de sa contenance. Entre Ontario et Québec, la succession des trains lui offrit des compartiments où la politesse des voyageurs joue le rôle de rideau, et chaque correspondance réussie ajouta une pierre à la confiance que l'on place, fatalement, dans des documents forgés par des mains sûres. Dans cette chorégraphie, les contrôles n'étaient pas absents, mais ils furent traversés avec cette rectitude que l'on appelle sang-froid quand elle fonctionne, et imprudence quand elle échoue, et ce soir-là, elle fonctionna encore et encore, comme si la route elle-même avait été dessinée pour ne rien accrocher. Plus à l'est, à la hauteur de la baie qui devait servir de porte de sortie, une consigne traversa la Seine comme une réplique trop anodine pour être innocente. Ne pas se promener sur la plage tard le soir. Une phrase dite avec le ton neutre des avertissements locaux, qui en disaient pourtant long sur le théâtre en place. À Grand-Anse, l'arrêt, la vérification, les regards, la mesure des papiers, et puis ce hochement de tête qui rétablit le flux comme si tout était normal, comme si l'on n'avait rien vu d'autre qu'un voyageur parmi d'autres. L'ultime segment le mena jusqu'à Maisonnette, où la lumière du phare, rallumée après des années de silence, découpait la nuit en battements réguliers. Et c'est là qu'il choisit l'abri modeste d'un cabanon à quelques centaines de mètres, le temps de laisser tomber le vent et de préparer la lampe bleue qui devait envoyer 2 éclats convenus vers le large. Quand la nuit fut assez dense pour avaler les silhouettes, le signal partit, 2 fois, net, comme enseigné, et la mer, en retour, ne donna rien, sinon son souffle. Il répéta, tendit l'oreille, scruta la ligne d'horizon que le phare effleurait sans la révéler, et peu à peu, l'impression d'être seul revêtit cette épaisseur que connaissent ceux qui attendent un contact clandestin. La bonne procédure, au mauvais endroit ou au mauvais moment. Il hésita entre rester invisible et bouger pour prouver qu'il était là, puis choisit le mouvement, parce que l'immobilité, au bout d'un moment, attire autant que le pas sourd. Sur la grève, la patrouille s'approcha avec ce professionnalisme sans emphase qui ne cherche pas la confrontation, seulement la confirmation. Les papiers sortirent, impeccables, un congé militaire simulé, une lettre censée porter une signature reconnaissable entre toutes, mais l'œil exercé qui les reçut n'analysait pas seulement les mots. Il cherchait les habitudes d'une main, la courbe d'un paraphe, la taille d'une boucle qui, ailleurs, ne laissait jamais tant d'espace. La faille apparut là où les faussaires pensaient être intouchables, dans l'élégance un peu trop appliquée d'un signataire prestigieux dont les traits, en vrai, débordaient toujours légèrement du cadre. Alors la politesse se fit fermeté, et la marche reprit, non plus vers la mer, mais vers le phare, où l'on réservait une chambre haute pour une conversation qui ne serait pas longue. Un officier de marine fit l'accueil avec cette civilité qui n'appartient qu'au piège réussi, heureux de rappeler que la lanterne avait été rallumée pour un rendez-vous que d'autres, loin au large, avaient déjà manqué à force de prudence. Au même moment, au-delà de la bande lumineuse, le U-536 flairait l'embuscade, hydrophone tendu, soupçon confirmé par le frémissement régulier de plusieurs hélices, et se décidait pour la plongée prolongée plutôt que pour une surface trop bavarde. La baie se hérissa de grenades, les escorteurs balayèrent l'eau en arcs calculés, mais l'espace restait vaste, et la nuit généreuse pour ceux qui savent écouter. À l'aube, rien ne surnageait de la promesse initiale, sinon un prisonnier en règle et des journaux d'opération qui, côté canadien, consigneraient une coordination digne d'un manuel, et côté mer, une évasion sans panache mais efficace. La contre-opération canadienne prit son véritable relief lorsque la théorie se mit à respirer
au rythme des instruments, et que la côte devint un poste avancé de la mer, truffé d'yeux et d'oreilles. Près de la pointe de Maisonnette, l'armée et la marine installèrent un radar de surface portable, une antenne campée sur le terrain du phare, pensée pour transformer la baie en carte vivante et fournir, en temps quasi réel, des relèvements exploitables à la force navale en attente. Cette hybridation terre-mer, rare à si courte distance de la plage, donnait au piège une précision inhabituelle, car chaque écho suspect pouvait être pointé, partagé et converti en vecteur d'interception avant même que l'adversaire n'ait compris que la côte, cette nuit-là, voyait loin. Au centre de la toile, une corvette de la classe Flower, modeste par le déplacement mais intelligente par sa panoplie d'essais, accepta de porter sur elle une idée en avance sur son époque, l'éclairage diffus. Des dizaines de projecteurs, judicieusement répartis, ajustaient la luminosité de la coque à celle du ciel, cherchant non pas l'invisibilité absolue, mais l'effacement relatif. Cette zone grise où un bâtiment paraît plus petit, plus inoffensif, moins digne d'attention. Testée en baie, la technique avait parfois réduit la visibilité perçue de plus de moitié, même si ses caprices électriques la rendèrent délicate, et dans l'opération en cours, on espérait qu'elle suffirait à laisser croire, de loin, à un petit navire commercial sans importance. Les chiffres réels de la corvette n'avaient rien d'anodin. Une vitesse de croisière honnête, une portée supérieure à 3500 milles nautiques à 12 nœuds, une pièce de 102 mm à l'avant, des charges de profondeur en nombre et des capteurs qui, pour la nuit, faisèrent la différence entre l'intuition et la certitude. Ce n'étaient pas ces calibres qui faisaient le piège, mais la coordination entre une peau lumineuse, un radar à terre et des équipes prêtes à verrouiller la baie comme on ferme une main. Cette combinaison, pensée pour faire venir l'adversaire à portée sans l'alarmer trop tôt, constituait l'audace même de l'entreprise. Séduire, canaliser, cueillir. Leurre visuel, leurre radio, leurre lumineux, la scène disposait de plusieurs registres et chacun fut utilisé avec parcimonie pour ne pas saturer la perception d'en face. À intervalles calculés, la côte reproduisit les clignements que devaient envoyer des évadés, tandis que le phare, rallumé pour l'occasion, donnait un rythme rassurant à la nuit, une pulsation domestique qui, d'ordinaire, signifie la mer et l'accueil. Dans le même temps, des appels brefs à la radio, trop rares pour sembler insistants, rappelèrent la promesse du rendez-vous, et l'on comptait sur l'avidité prudente d'un sous-marin venu chercher un prix humain élevé pour l'entraîner à se montrer juste assez. Mais le chasseur a ses sens, et ce soir-là, l'oreille l'emporta sur l'œil. Les hydrophones du U-536 reconnurent cette rumeur polyphonique que fait une force masquée. Plusieurs hélices, plusieurs pas, une respiration collective qui contredit l'image d'une baie vide. L'instinct du commandant préféra la plongée à la surface et l'attaque se renversa en poursuite au son, charge de profondeur échelonnée, secteur peigné, relèvement recoupé, tout l'arsenal patient d'une nuit où l'on comprend que la perfection du plan n'abolit pas la marge de manœuvre de l'adversaire. À l'aube, la baie, pourtant bien tenue, rendit un verdict nuancé. L'embuscade avait mordu, mais pas refermé. Cette quasi-réussite n'en resta pas moins une preuve opérationnelle. La combinaison d'un radar à terre, d'une corvette sous éclairage actif et d'une discipline de signaux pouvait approcher une capture intégrale, à condition d'un concours de circonstances moins favorable à la prudence d'en face. Elle valida aussi l'intuition stratégique initiale. Laisser filer l'évasion pour attirer la coque, car la valeur d'un sous-marin intact excède celle d'un seul prisonnier, même prestigieux. Dans les journaux, on consigna la méthode, on corrigea les détails, et l'on sut que la côte, désormais, avait trouvé une manière de parler au large autrement que par ses phares. Le cœur invisible de l'opération battait dans des salles calmes où l'encre sèche plus vite que la sueur, là où les lettres des prisonniers, censurées, tamponnées et routinières, devenaient des cartes pliées qu'il suffisait de déployer avec méthode. Les formulaires réglementaires, limités en lignes et en mots, paraissaient trop étroits pour y loger un plan, mais la concision n'interdit pas la ruse, et des phrases anodines, des prénoms déplacés, des initiales à intervalles fixes, tout un tricot discret de signes permettait d'indiquer des points, des dates et des heures sans écrire ni point, ni date, ni heure. La mécanique canadienne, patiente et constante, consistait à lire ces banalités avec la même ardeur qu'on lit un chiffre, à comparer les graphies, à relever les répétitions, à assembler les morceaux jusqu'à ce qu'un itinéraire apparaisse net comme une jetée à marée basse.
Ainsi, bien avant l'heure choisie, l'architecture entière de l'évasion avait déjà été saisie, et l'on sut quels hommes, par quelle gare, en quel soir, espéraient toucher une côte qui s'était préparée à les attendre. Dans cette chaîne, rien n'était spectaculaire, tout était décisif, depuis la routine postale jusqu'aux tables où l'on posait des réglettes, en passant par les registres où l'on notait chaque détail répétitif susceptible de devenir un repère. Les colis autorisés, les cartes limitées, les lettres numérotées, toutes ces contraintes censées protéger le secret avaient paradoxalement fabriqué un langage mesurable où la constance des formats trahissait la variation des intentions. Les heures de tri et de lecture, additionnées semaine après semaine, permirent d'articuler un récit qui collait aux réalités du terrain. Et c'est cette concordance entre papier et paysage qui donna confiance pour scénariser la suite. Allumer un phare qu'on avait éteint, étendre une nappe d'écoute sur la baie, positionner des unités dont la présence resterait plausible sans éveiller la méfiance d'un chasseur aguerri. Ce savoir n'aurait servi à rien sans une discipline du silence, et l'on décida d'endosser un paradoxe assumé. Laisser passer ce qui, d'ordinaire, s'arrête, pour mieux attirer ce qui, d'ordinaire, ne vient pas apporter. On valida donc chaque étape au lieu de l'interrompre, non par laxisme, mais par dessein, pour que la ligne tracée par l'ennemi continue de tracer jusqu'au point exact où une coque devait risquer la surface. Les contrôles qui cèdent, les barrages qui s'ouvrent, les regards qui ne s'attardent pas, tout cela formait la façade trompeuse d'une hospitalité calculée. Tandis que derrière le décor, des cartes annotées, des horaires synchronisés et des consignes sobres maintenaient la tension utile, celle qui n'explose pas mais se resserre. Au-delà des lettres et des chiffres, il fallait aussi accepter l'incertitude propre à la mer, sa façon d'absorber les meilleures intentions et d'en rendre seulement ce que le vent lui permet. On prépara des variantes, des issues de secours, des gabarits d'intervention selon que l'approche se ferait en surface ou en plongée, et l'on fixa des seuils de décision qui éviteraient l'emballement, car un signal trop tôt donné aurait brisé l'illusion construite avec tant d'efforts. Le phare serait la mer, les clignements seraient la phrase, la corvette serait l'interlocuteur discret, et le radar de rivage, l'oreille impartiale chargée de rappeler à chacun où se trouvait réellement la proie. Ce chapitre invisible de l'histoire, fait d'attente et de lecture minutieuse, fut la condition d'existence de tout le reste, et si la capture totale échappa de peu, la méthode, elle, dura, parce qu'elle avait prouvé sa pertinence. Faire parler l'ordinaire jusqu'à ce qu'il avoue l'extraordinaire, puis tenir le fil sans le casser. C'est ainsi que les hommes du rivage, qui ne tirent pas, qui n'embarquent pas, mais qui déchiffrent, donnèrent à la côte la capacité rare de penser comme la mer tout en restant solidement ancrés à la terre. La nuit se posa comme une tente serrée au-dessus de la baie, et chaque bruit prit une épaisseur d'indice, chaque silence une valeur de mensonge. Les escorteurs se partagèrent des secteurs comme on se partage une carte en cases, traçant des arcs lents qui permettaient de recouper les relèvements acoustiques et d'ordonner les passes d'attaque. La méthode était simple à écrire et redoutable à exécuter. Reprendre le contact au sonar, filer au plus près de la piste estimée, lâcher par nappe des charges réglées à des profondeurs étagées pour couvrir un volume d'eau plutôt qu'un point, puis repartir au large afin de laisser place au suivant, de sorte que la mer se transforme en damier où l'on interdit au silence de se reconstituer. À intervalles réguliers, les communications réduites à l'essentiel confirmèrent les positions, validèrent les vitesses, s'assurèrent que le filet restait tendu sans se resserrer trop tôt, car l'ennemi vif préfère l'échapper à la confrontation. Sous la surface, le sous-marin adopta l'art contraire, celui qui dissout un contact au lieu de le provoquer. Il choisit une vitesse minimale pour que sa propre cavitation ne masque pas la rumeur des hélices au-dessus, modifia par palier sa profondeur afin de décaler le plan d'eau probable où tomberaient les charges, et exploita chaque réverbération du relief sous-marin pour brouiller la lecture adverse. À certains moments, il s'immobilisa presque, suspendant la vibration des machines pour laisser l'eau redevenir une chambre d'écho où l'on distingue non pas les navires, mais leur cadence, cette signature rythmique qui différencie l'escorte nerveuse du bâtiment marchand. L'équipage, habitué à la contrainte des heures longues, respirait au tempo imposé par les écouteurs, et chaque décision du commandant, montée ou descente, virage ou attente, s'inscrivait dans la logique unique de survivre à la séquence suivante. La surface répondit par des salves plus denses, un quadrillage resserré
où les charges de profondeur descendirent avec leurs réglages variés, certaines pour cueillir les fuyards proches, d'autres pour surprendre les plongeurs prudents qui filent bas. Les explosions roulèrent comme des tonnerres contenus, écrasant l'eau autour d'hémisphères invisibles, et chaque détonation n'était pas seulement une tentative de destruction, mais un instrument d'aveu. La contre-onde révélait parfois, à ceux qui écoutaient bien, la densité et l'orientation de la cible, et l'on ajustait aussitôt les hypothèses, on corrigeait d'un cran les profondeurs, on recalait la passe suivante. Pourtant la mer, ce soir-là, conserva au fuyard une marge maigre mais réelle, suffisante pour qu'un changement de plan le fasse émerger dans une poche de calme, juste avant que la grille d'acier ne se referme. À mesure que la nuit avançait, la fatigue devint un paramètre de combat, pesant sur la netteté des jugements et sur la précision des gestes. La discipline des ponts tenait grâce aux routines, aux procédures dites d'une voix basse mais ferme, répétées pour conjurer l'usure qui émousse les réflexes. Dans les postes, on refaisait mentalement la carte invisible de la baie, ses hachures sonores, ses zones où l'écho se dérobe et celles où il revient plus franc. L'on savait que l'aube viendrait trancher brutalement, rendant aux distances leur évidence et aux silhouettes leur contour, et qu'il fallait, avant ce seuil, obtenir non pas un frisson de certitude, mais un contact dur, celui qui autorise l'assaut final. Le ciel cependant ne donna pas ce cadeau, et l'horizon pâlissant révéla seulement des remous sans origine et des bouillons où la nuit avait mélangé ses cartes. Quand la lumière grise s'établit, la baie avait l'air d'un théâtre qui cache ses coulisses, rangé, propre, presque innocent. Les journaux d'opération consignèrent des contacts probables, des attaques menées selon les règles, des indices concordants d'une cible qui avait subi, mais pas cédé, et l'ordre tacite fut d'élargir la recherche, de réordonner la ligne de blocus pour prévenir un passage en limite de portée. Sur la côte, on coupa les signaleurs, on laissa le phare reprendre son rôle d'amer ordinaire, et l'équipe du rivage, qui avait tenu la nuit les yeux rivés aux écrans, prit la mesure de ce que veut dire frôler la réussite sans pouvoir la nommer. Au large, quelque part juste au-delà de la main, une coque s'éloignait avec ses secrets encore chauds, emportant avec elle la preuve paradoxale que le plan fonctionnait assez pour menacer, pas assez pour capturer. Au matin, la baie redevint un visage lisse, mais la nuit avait laissé des rides invisibles dans les journaux et dans les nerfs, et c'est avec ces lignes fines qu'il fallut composer. Du côté de la mer, un message bref traversa l'Atlantique, 2 mots lourds comme une quille, assez pour dire l'échec sans expliquer la survie, et sur le pont des escorteurs, on accueillit ce constat avec ce mélange de frustration et de calme qui suit les opérations menées au cordeau quand la chance, cette variable têtue, a choisi un autre camp. Les équipages démontèrent la patience outil par outil, consignèrent la tenue des appareils, la discipline des relèves, l'efficacité des réglages par palier, et déjà l'on voyait se dessiner la forme d'un retour d'expérience qui n'accable personne mais exige plus de la prochaine fois, car la géométrie du piège avait été bonne, la lecture des échos juste, et c'est dans la dernière diagonale, celle où l'eau se tait, qu'une fraction de minute avait manqué. Sur la côte, on referma l'atelier comme on plie une scène de théâtre, l'antenne démontée, les postes rangés, la lanterne du phare rendue à sa fonction modeste d'amer, et l'on laissa la plage redevienne ce qu'elle est pour les promeneurs. Un bord du monde où la mer n'a pas de mémoire. Pourtant, dans les bureaux où se prennent les décisions qui n'ont pas besoin d'applaudissements, la journée pesa son poids d'enseignement. L'éclairage diffus, utilisé avec prudence, avait prouvé qu'il pouvait déplacer la perception d'un bâtiment et gagner de précieuses secondes. La coopération rivage-flotte avait montré sa valeur et l'usage d'un radar de campagne pour épauler la lecture maritime avait donné à la côte une voix claire dans le concert de la nuit. On comprit qu'un littoral outillé pouvait parler à la mer dans son propre langage, non plus seulement par des phares et des signaux, mais par une grammaire d'écho et de silence. Le fugitif, lui, ne fut plus une hypothèse, mais un interlocuteur, et dans la pièce haute du phare, il dut entendre l'ironie tranquille de ceux qui savent depuis longtemps où l'on va arriver quand on part avec de faux papiers trop bien faits. Les entretiens furent sobres et froids, sans triomphe inutile. Le but n'était pas le prestige d'une prise, mais la cohérence d'une méthode qui exige que chaque maillon fasse son œuvre. Entre ses mains, les documents cessèrent d'être des clés pour redevenir des cartons, et l'homme, qu'un câble improvisé avait tiré hors d'un camp, retrouva l'immobilité surveillée d'une chambre nue où l'on apprend à patienter sans horizon. Il était l'ombre d'un plan plus vaste, et c'est comme ombre qu'il resta pendant que la mer continuait sa partie ailleurs.
Au large, la coque qui avait échappé à la nasse garda son cap pendant des semaines, portant avec elle cet entêtement propre aux navires qui ont survécu à une nuit trop peuplée. Les jours suivants, l'océan ne donna pas toujours la même clémence, et l'on sait ce qu'il advient, tôt ou tard, des prédateurs qui croisent trop souvent la route des escorteurs. Une traque nouvelle, des relèvements croisés, des charges qui n'annoncent pas leur retour, et parfois la fin qui n'a pas besoin de panache pour être totale. Ainsi vont les fortunes de guerre. On échappe à une baie, on tombe à des centaines de milles, on laisse derrière soi des bulles d'huile et des souvenirs que d'autres consigneront, et l'on termine, pour les survivants, sur un pont étranger. Regard mesuré, menottes sobres, direction un camp où l'on attend sans mer. Resta, côté canadien, l'essentiel. Une doctrine affinée, la preuve qu'un piège peut se tendre dans des eaux connues sans perdre la main sous le poids de la complexité, et la conviction, surtout, que la lecture des lettres anodines peut écrire la carte d'une nuit capitale. Les rapports recommandèrent d'augmenter l'entraînement croisé des équipes de rivage et des bâtiments, de perfectionner l'interface entre radar terrestre et conduite de chasse en mer, et de pousser plus loin les essais d'éclairage actif, non pour disparaître, mais pour décaler la perception adverse au moment exact où l'on tend la main. Ce que la capture n'avait pas donné en trophée, l'expérience l'offrit en clarté. La prochaine fois, les marges seraient plus serrées, les délais plus courts, et la mer, qui aime qu'on la respecte, accepterait peut-être de céder une coque entière au prix d'une patience encore plus grande. Au bout de cette histoire, les destins cessent d'être des silhouettes anonymes pour redevenir des trajectoires humaines qu'aucune opération, si soignée soit-elle, ne peut entièrement contenir. Le capitaine dont la capture manqua d'un souffle retrouva la mer encore quelques semaines, puis la perdit pour longtemps, repêché vivant et envoyé vers une captivité qui, paradoxalement, l'installait sur la même rive que ceux qu'il était venu sauver. La mer a ses ironies tendres et cruelles, et l'une d'elles consiste à rendre au rivage des hommes que la guerre avait façonnés pour ne plus toucher terre, autrement qu'en vainqueur ou en absent. En ce sens, l'Atlantique resta fidèle à lui-même, distributrice d'issues abruptes et d'apprentissages tardifs. Du côté de la côte, les rapports se muèrent en doctrine, la réussite incomplète en méthode transmissible, et c'est ainsi qu'un phare rallumé pour tromperie reprit, une fois la scène démontée, sa respiration modeste de balise utile, témoin silencieux d'une nuit où la terre avait parlé la langue de la mer avec une justesse rare. Le camp qui avait vu sourdir les tunnels et mûrir les escapades redescendit, lui aussi, du registre de la légende opérationnelle à celui des usages civils, rouvrant ses portes à des générations sans barbelés, comme si la brique gardait en mémoire la rumeur des décisions prises entre quatre murs et voulait l'adoucir en la transformant en routine d'écolier. Des années plus tard, les lieux furent reconnus pour ce qu'ils avaient été. Un morceau de l'arrière où s'étaient frottés, sans grandiloquence, l'inventivité du contrôle et la patience de l'attente. Et cette reconnaissance patrimoniale n'avait rien d'un triomphe, seulement d'un geste d'équité rendu au temps. Entre-temps, des ennemis d'hier s'étaient déjà parlé comme des marins se parlent au-delà des drapeaux, et il y eut ce geste simple, presque domestique, par lequel un capitaine restitua des jumelles à celui qu'il avait jadis arraché à la mer, refermant par un objet la parenthèse ouverte par des torpilles et des charges. Un salut à hauteur d'homme, comme on en trouve lorsque la mer a fini de compter. Ce qui demeure, plus que les succès et les manques, c'est la manière. Accepter de laisser vivre une évasion pour attirer une coque. Rallumer un phare pour parler à ceux qui écoutent trop bien. Maquiller une corvette pour qu'elle paraisse plus petite qu'elle n'est, et tenir ensemble ces éléments sans élever la voix. La leçon ne brille pas par l'éclat d'un trophée exposé sur un quai. Elle persiste dans la compétence devenue réflexe, dans cette capacité à faire coopérer la terre et le large sans rivalité, et à concevoir le piège comme un art du temps plutôt que comme une simple question de force. La patience, ici, fut l'ingrédient le plus cher. Des mois de lecture, des semaines de préparatifs, des heures étirées à écouter une baie respirer pour, au final, toucher presque la proie et saisir pleinement l'enseignement. C'est parfois la dignité des opérations impeccables de n'offrir en récompense qu'un surcroît de lucidité. Pour un public français, adulte, curieux des ruses de la mer et des délicatesses du renseignement, cette histoire a le goût des chroniques atlantiques où la technique épouse la morale pratique. On ne gagne pas toujours, mais on apprend à mieux se tenir face au hasard et ce mieux finit, un jour, par déplacer l'issue.
Elle dit aussi quelque chose aux Polonais qui la regarderaient de côté. La frontière, qu'elle soit de fil de fer ou d'eau salée, se négocie souvent par l'intelligence des détails plus que par l'emphase des slogans. Et c'est dans cette intelligence que se reconnaissent ceux qui, ayant beaucoup perdu, ont décidé de miser sur la précision plutôt que sur le bruit. Les phares, en France comme au Canada, ont ce langage commun qui refuse l'esbrouf. Ils clignent, ils se taisent, ils recommencent, et parfois, la seule bravoure nécessaire consiste à savoir à quel moment exact il faut rallumer la lanterne. Ainsi se referme la parenthèse, non sur un coup de théâtre, mais sur la continuité d'un métier. Écouter, trier, attendre, manœuvrer et recommencer, jusqu'à ce que la mer cède, non par caprice, mais parce qu'on a su l'accompagner à son propre rythme. Les hommes rentrent à terre, posent leurs rapports, plient leurs cartes, et la baie retrouve son battement régulier, prête pour une autre nuit où une autre histoire prendra la relève. Ce qui a été tenté ici ne s'efface pas. Il s'archive dans des pages grises, il se transmet dans des briefings sobres, et il reparaît, des années plus tard, dans des gestes plus sûrs et des décisions plus nettes, comme une ligne claire qui se dessine au milieu des houles.